Au plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. C'est parti pour les examens nationaux en Guinée. Le certificat d'études primaires a été officiellement lancé ce jeudi à travers le pays. À Conakry, le coup d'envoi a été donné à l'école primaire Kounimodou Ratoma par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le CAMES en conclave à Libreville pour l'avenir de l'enseignement supérieur africain. La capitale gabonaise accueille la 43e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES. Au cœur des échanges, l'harmonisation des standards de qualité et la promotion d'une recherche scientifique. La Guinée se rapproche un peu plus du retour de football international à domicile. À quelques jours de l'arrivée des émissaires de la CAF, le ministre de la Jeunesse et des Sports a effectué une visite d'inspection sur les chantiers du 28 septembre. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Cohésion nationale au terme de son séjour de travail en Guinée, son éminence le cardinal Robert Sarah a été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Ouriba. Au cœur des échanges, la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du vivre ensemble. À cette occasion, le cardinal a invité les Guinéens à préserver l'unité nationale et à faire de la fraternité un socle durable pour le développement du pays. On le suit au micro d'Ousmane Bangora. La Guinée, c'est ma maman. La Guinée, c'est mon pays. Ce que je suis devenu, je le dois à la Guinée. Et donc, c'est un devoir pour moi aussi de pouvoir un peu échanger avec mes compatriotes, leur dire mes soucis, mon espérance pour ces pays. Un pays qui a été béni par Dieu. Nous avons souvent chanté que la Guinée est un scandale géologique. Et c'est vrai. Quand nous voyons toute la pluie qui tombe ici, qu'on ne voit pas ça au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, et également quantité de richesses minières et des hommes intelligents qui ne cherchent pas la bagarre. Moi, j'ai vécu ici. La Guinée a toujours été bénie par une cohésion, par la communion. On faisait comme une famille, quoi. Et je pense qu'il faut garder cette richesse guinéenne de vivre comme une famille, de travailler ensemble, de se donner la main, de ne pas se battre pour rien. Parce que dans la bataille, on ne fait que détruire, on ne fait que se diviser, et dans la division, on ne peut rien faire. Notre Bible dit, celui qui dit il aime Dieu et qu'il déteste son prochain, c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu es incapable d'aimer ton prochain que tu vois. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Aimer son prochain, ça veut dire aimer Dieu. Il faut que les Guinéens comprennent que si on veut vraiment vivre notre foi en Dieu, il faut qu'on s'aime, qu'on se prenne la main, qu'on se respecte, qu'on travaille ensemble. La Guinée a lancé ce jeudi 18 juin 2026 les examens nationaux sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi des épreuves de certificat d'études élémentaires a été donné dans une forte mobilisation des autorités éducatives. À Conakry, l'école primaire Bari Diawandou de Dixine a servi de cadre à la cérémonie officielle présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Reportage du sous-lieutenant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. L'amélioration de la qualité du système éducatif guinéen ainsi que la promotion de l'excellence et du mérite figurent parmi les priorités du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Dans cette dynamique, d'importantes réformes ont été engagées par les autorités en charge du système éducatif. C'est dans ce contexte que les épreuves du certificat d'études élémentaires CEE, examen d'entrée en 7e année, ont été officiellement lancés ce jeudi 18 juin 2026. À l'école primaire Bari Diawadou de Dixine, le coup d'envoi a été donné par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Guiba Diakité, en présence de Rose Pola Prissimou, conseillère de la présidence, de la gouverneure de la ville de Conakry, Mahawa Silla,
ainsi que de plusieurs cadres du secteur éducatif. Nous sommes là vraiment pour vous encourager et vous souhaiter bonne chance, mais aussi profiter de cette occasion pour remercier surtout nos parents qui vous ont permis, durant toute l'année scolaire, de venir à l'école, de pouvoir manger, de pouvoir bien s'habiller, venir propre, et qui vous ont aussi permis aujourd'hui d'être là. Et l'autre remerciement, nous l'adressons à vos enseignants, puisque c'est grâce aussi à eux que vous avez pu passer une année scolaire dans de bonnes conditions. Les remerciements vont aussi à tous les agents, les acteurs de l'école. Dans vos écoles, surtout, nous pensons à ceux qui nettoient vos écoles, ceux qui balayent, ceux qui vous ramènent des petites choses à manger au quotidien, les petites mains. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier le ministère également, qui réfléchit et qui organise toute la politique de l'éducation de base dans notre pays. Et nous voulons également aussi remercier le chef de l'État, le président de la République, la détermination surtout qu'il a pour le secteur de l'éducation. Dans son message aux candidats, M. Guiba Diakité a rappelé que ces examens se déroulent sous le signe de l'excellence et du mérite, valeur au cœur de la politique éducative impulsée par le chef de l'État. Il a notamment mis en avant l'initiative Simandou Academy destinée à détecter, accompagner et promouvoir les meilleurs talents du pays. Selon lui, ce programme offrira aux élèves les plus méritants des parcours d'excellence à travers le Prytanée militaire, les classes préparatoires et des bourses d'études dans de prestigieuses universités. Il a également souligné que la volonté présidentielle de doter la République de Guinée d'infrastructures scolaires modernes se matérialise déjà à travers les écoles de type Bari Diawadou, dont plusieurs sont opérationnelles à Simbaya, à la Cité de l'Air et à Yimbaya. À terme, une centaine d'établissements similaires seront construits à travers le pays. Beaucoup d'entre vous ont aussi entendu parler de l'initiative Simandou Academy pour pouvoir faire la promotion de l'excellence éducative, faire aussi en sorte de construire des édifices de qualité qui sont dédiés à cette éducation de qualité. Je pense que ce bâtiment de l'école Bari Diawadou en est une illustration éloquente, mais aussi créer des partenariats stratégiques ici avec les universités de chez nous ou à l'étranger, pour permettre à ce que l'éducation, le capital humain puisse être au cœur du développement de notre pays pour au moins les 15 prochaines années. Et surtout, l'éducation est le garant de notre souveraineté. Donc vous êtes l'avenir de ce pays. Nous sommes sûrs que beaucoup d'entre vous, d'ici à 2040, vous serez probablement à la porte du marché de l'emploi. Pilier 2 du programme Simandou 2040, l'éducation occupe une place centrale dans la vision de développement portée par le gouvernement guinéen. À cette occasion solennelle, les autorités ont salué les avancées enregistrées dans le secteur ainsi que l'engagement du président de la République en faveur d'une école fondée sur la performance et l'égalité des chances. L'excellence académique est de rigueur. Nous voulons nous assurer que sur toute l'étendue du territoire, les choses se passent convenablement, tel que décrit par le protocole des examens du ministère en charge de l'éducation nationale. Nous avons voulu nous enquérir, aussi passer des mots d'encouragement aux encadreurs, aux parents d'élèves aussi qui ont été là, aux instituteurs qui ont préparé ces élèves et surtout marquer notre présence pour soutenir le processus qui est en cours. Je suis très honorée aujourd'hui de constater que quand même tout l'ensemble de l'environnement est adéquat ici à Bari Diawadou pour recevoir nos enfants, pour recevoir les candidats et surtout aussi s'apprêter à affronter un des examens qui va marquer tout le long de leur vie. Dans la commune de Dixine, 4 892 candidats, dont 2 534 filles, composent dans 16 centres sous la supervision de plus de 370 surveillants.
Aujourd'hui, nous sommes venus signifier aux enfants pour leur dire que quelle que soit l'occupation du gouvernement, ils sont à leur côté et les encourager à passer ce cap dans les meilleures conditions. On a 4892 candidats inscrits à l'entrée en septième année et 2534 filles. Donc on a 16 centres, et 15 centres enseignement général et un centre franco-arabe. Donc sur les centres, on a plus de 370 surveillants et vraiment tout se passe très bien. Au centre de l'école primaire Bari Yawadou, 330 candidats, dont 176 filles, prennent part à cet examen national. Je vous l'annonçais dans les titres, top départ des examens nationaux en Guinée. Des centaines de milliers de candidats ont entamé ce jeudi les épreuves de certificat d'études primaires, porte d'entrée vers le collège, placées sous le signe de la rigueur, de la transparence et de l'inclusion. Cette session mobilise 338 392 candidats, dont près de 160 000 filles réparties sur toute l'étendue du territoire national. Le point complet sur cette première journée à Conakry avec notre spécialiste maison, Abdelaziz Baldé. Une cour d'école bondée, des uniformes impeccables et au bout de l'effort, les portes du collège s'ouvrent. Pour près de 340 000 écoliers guinéens, le long marathon des examens nationaux commence ici. Au centre Konimoudou de Taouya dans la commune de Ratoma, c'est au pied du mât que le ministre de l'Éducation nationale s'est adressé aux candidats. Un message de motivation, mais aussi un rappel ferme des règles de transparence qui gouvernent cette session. Car cette année encore, la tolérance zéro face à la fraude reste le maître mot. Ces examens sont les tout premiers de nos enfants. C'est les tout premières épreuves d'examen qu'ils affrontent. Donc les dispositifs qui ont été mis en place étaient pour les stresser moins et surtout leur permettre de s'installer très paisiblement, tranquillement dans leur salle de classe. Nous sommes rassurés, satisfaits du déroulement des premières épreuves dans la rigueur, la discipline et dans le respect du règlement. Selon le chef du département Alpha Bakar Bari, toutes les dispositions logistiques et sécuritaires ont été rigoureusement déployées à travers le pays pour garantir l'équité des chances. Une rigueur institutionnelle qui n'a pas entamé l'enthousiasme des enfants. Dans les salles de classe, à quelques minutes de la distribution des premières épreuves, le moral est au beau fixe. Cette année, je compte à me battre très fort. J'en suis sûr que je vais avoir mon examen. Je suis prêt à 100%. On a bien révisé quand même, parce qu'aujourd'hui, on va commencer par la rédaction. Donc, comme c'est ma première fois de le faire, mon souhait, c'est d'être en fait admise. Je ne peux pas en fait promettre que je vais être la première de la commune, mais quand même, je vais quand même me battre. Répartis dans des centaines de centres à l'échelle nationale, ces candidats ont 3 jours pour capitaliser 9 mois d'apprentissage. Le temps est donné, la session 2026 est officiellement lancée. Les examens nationaux sont désormais lancés sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 38 000 candidats ont entamé ce jeudi les épreuves de certificat d'études primaires, première étape des évaluations nationales de la session 2026 entre organisation, mobilisation des autorités et premier ressenti des candidats. Retour sur les échos de cette première journée dans les régions de l'intérieur du pays avec Lancé Kamesoko. À Mamou, le certificat d'études élémentaires a été officiellement lancé ce matin à l'école primaire El Hadji Boubacar Biro Bari. Pour cette session 2025-2026, ils sont 16 538 candidats, dont 8 638 filles, repartis dans 96 centres à travers la région, à affronter les épreuves de rédaction, de géographie et d'éducation civique et morale. Aux candidats, c'est d'être serein, d'être simple et de garder le sang-froid. C'est une simple évaluation, qu'ils sachent que c'est vraiment nécessaire. C'est une mesure. Pour les aider, il faut d'abord poser le diagnostic. Il faut savoir ce dont ils souffrent pour pouvoir les aider. La rigueur dans la préparation. Donc, monsieur le ministre, lors de la préparation, nous avons passé assez de temps avec toutes les équipes au niveau central pour coordonner la préparation et mettre les mécanismes anti-fraude en place, dont le système lié à l'Internet,
Quant à la région administrative de l'Abbé, elle a présenté 23 941 candidats, dont 13 704 filles, repartis dans 149 centres d'examen. À la cérémonie officielle de lancement de la première épreuve, les autorités administratives et éducatives ont tout d'abord prodigué des conseils avant l'ouverture de la première enveloppe à l'école primaire de Ogobouro. Aux surveillants, nous les avons rappelé les règles, les principes pour leur permettre de mieux traiter les enfants. Aux agents de sécurité, ils sont à côté pour garantir la sécurité de l'examen d'entrée en 7e de cette année 2026. Ces statistiques sont reparties comme suit. Koubia, 1353 effectifs contre 740 filles. L'Abbé, 12 438 élèves contre 7 369. L'Éluma, 3 141 candidats contre 1842 filles. Mali, 4 500 contre 2 493 filles. Tougué, 2 509 contre 1260 filles, soit un total de 23 941 candidats contre 13 704 filles. Au compte de la région administrative de Boké, 29 525 candidats, dont 14 239 filles, affrontent l'examen d'entrée en 7e année. Tôt ce matin, les autorités administratives et éducatives se sont donné rendez-vous à l'école primaire du centre pour le lancement officiel du premier sujet. Une seule consigne, la rigueur dans l'application des principes généraux des examens nationaux en République de Guinée. J'ai trouvé déjà et l'inspectrice générale et les forces de défense et de sécurité. Tout le monde est en place. Les élèves sont déjà en salle. C'est pour vous dire que l'épreuve est lancée à temps. On vient de lancer dans ce centre que vous voyez, tout est calme. On est accompagné. Ça veut dire que l'école est l'affaire de tout le monde, de toutes les autorités. Vous avez vu les hommes en tenue, ils sont partout. Toujours dans la région côtière, la préfecture de Dubreka a présenté un total de 23 742 candidats, dont 11 640 filles. Pendant ce temps, le collège Tafori du chef-lieu de la région administrative de Kindia abrite le lancement officiel de la première épreuve des examens nationaux 2026. Accompagné des responsables du système éducatif, le préfet a effectué une tournée dans plusieurs centres d'examen afin de s'assurer du bon déroulement du processus. Recommandation envers les surveillants, c'est d'être sage, de respecter les principes d'un bon examen. Ça, ils ont reçu toutes les informations qui en découlent. Si on veut des bons cadres demain, il faut qu'on soit très sévère maintenant là. Demain, les choses seront soumises sur la valeur intrinsèque. Donc il faut dire la vérité aux enfants pour qu'on récolte seulement la crème pour le pays. Dans la savane guinéenne, la préfecture de Sigiri a lancé les premières épreuves du certificat d'études élémentaires dans la plus grande transparence. Aux côtés des autorités éducatives, le préfet a donné le coup d'envoi de cet examen avant de sillonner quelques centres dans la commune urbaine. Pour donner ces petits conseils aux candidats, parce que c'est la relève de demain. Si ils n'ont pas la formation de base, c'est ce que je viens de leur dire, ils n'ont qu'à accepter ce qu'ils ont appris en classe, mettre ça sur le papier. Il ne faut pas qu'ils comptent sur autre personne. Rendre zéro vers l'excellence. Et comme on le sait déjà, à Sikiri, des dispositions ont été prises parce que tout au long de l'année scolaire, les cadres de l'éducation, les partenaires techniques et sociaux, on est passé dans toutes les écoles, à tous les niveaux, pour sensibiliser les parents et les candidats, n'est-ce pas, au respect des consignes en vigueur par rapport au passage des examens. Un petit détour dans le Sankaran pour voir l'atmosphère du jour 1 du premier des examens nationaux, session 2026 en République de Guinée. Ici, le calme et la sérénité dans les différents centres est le reflet d'une année académique réussie selon les responsables du système éducatif. Ils sont prêts à affronter l'examen dans la joie, dans la discipline. Et on a prodigué d'utiles conseils pour faire le travail dans surtout l'effort personnel. À Farana, nous avons au total 30 centres. 30 centres, dont 3 centres franco-arabes. Les 27 centres, ça c'est pour l'enseignement général. Avec un effectif inscrit au total 6 358 candidats, dont 2 709 filles. À Kankan-Nabaya, toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des examens nationaux. Autorités administratives et responsables du système éducatif travaillent depuis main dans la main afin de faciliter la formation des futurs cadres du pays. Aux enfants, on a demandé à beaucoup plus d'ardeur dans le travail. Et ce n'est qu'une restitution qu'on les demande. On a vu
aux candidats que vraiment il n'y avait pas de peur comme d'habitude. Dans la dorsale guinéenne, c'est le lycée général Lansana Conté des Zérékoré qui a abrité le lancement officiel des examens nationaux. Cette année, ils sont plus de 15 000 dans la préfecture et plus de 42 700 candidats à affronter les épreuves dans la région. Vous avez tous dit que vous voulez être première et premier. Je compte sur vous, surtout les filles, pour qu'on dise la première de la Guinée vient de Zérékoré. À l'entrée en 7e année pour la session 2026, nous avons en total 15 283 candidats inscrits, dont 6 811 filles qui sont reparties entre 48 centres et qui vont passer leur évaluation dans 515 salles. À Massanta, c'est dans l'enceinte de l'emblématique lycée-collège TP que les autorités administratives et éducatives ont procédé au lancement du concours d'entrée en 7e année. L'occasion pour le directeur préfectoral de faire la situation de cet examen dans sa juridiction. Massanta s'est toujours distingué en ce qui concerne l'accalmie, la quiétude et surtout l'engagement des autorités à nos côtés pour nous accompagner dans la réussite de ces examens nationaux. Cette année, ils sont plus de 338 000 candidats à affronter les épreuves du certificat d'études élémentaires en Guinée. Cet examen donne le coup d'envoi des évaluations finales de l'année académique 2025-2026 dans notre pays. L'actualité nationale reste marquée par ces examens, des examens placés donc sous le signe de l'inclusion. À l'occasion de l'entrée en 7e, les candidats malvoyants du centre Sogué de Taouya composent eux aussi dans les mêmes conditions que leurs camarades. Cette année, les épreuves ont été transcrites en braille, une mesure qui garantit l'égalité des chances et renforce l'engagement des autorités en faveur d'une école inclusive où chaque élève peut exprimer son potentiel sans distinction. On fait le point avec Mohamed de Camara. Au centre d'examen situé à l'école primaire de Taouya, les candidats malvoyants et les aveugles du centre Sogué étaient aux côtés des autres candidats valides pour affronter les premières épreuves de l'examen d'entrée en 7e année. Tout comme les autres, cette catégorie sociale exprime leur engagement à poursuivre leur cursus scolaire jusqu'au terme, malgré leur situation de handicap. Pour cette année, des innovations ont été menées pour permettre à ces candidats spéciaux de tirer leur épingle du jeu. Et nous avons fait le plaidoyer au niveau du ministre Alpha Bakar de l'Éducation afin que les sujets soient transcrits en braille pour un gain de temps pour les enfants malvoyants. Parce qu'avant, pendant qu'on a lancé les épreuves, il fallait d'abord transcrire pour les enfants aveugles et sur place, et après encore commencer à traiter. Donc ils pouvaient perdre jusqu'à 30 à 40 minutes sur le temps de l'examen. Mais aujourd'hui, les sujets sont transcrits d'abord et après ils sont lancés au même niveau. Donc il y a un sentiment de satisfaction et surtout ce côté d'équité qui est respecté, qui me va droit au cœur. Nous avons voulu que ces examens soient des examens inclusifs. Vous avez vu que nous avons pris toutes les dispositions pour transcrire en braille les épreuves pour les candidats avec des difficultés de vision, donc les malvoyants de notre système scolaire. Ces candidats se disent soulagés par rapport à la réforme engagée, une volonté des autorités qui fait de l'inclusion sociale une réalité dans le pays. On travaille de la même manière, mais c'est l'écriture seulement qui est différente. Parce que nous, on travaille, nous, on écrit à l'écriture braille. C'est la première fois qu'ils ont fait ça. On a bien aimé ça parce que c'est l'écriture là qu'on connaît. Nous, on ne voit pas d'autres écritures. Ces candidats à l'examen d'entrée en 7e année, par cette candidature, donnent l'exemple aux parents à encourager l'éducation des élèves malvoyants et aveugles à poursuivre les études. Sur un tout autre plan, vers un changement majeur dans nos habitudes de consommation, les sachets plastiques à usage unique omniprésents dans nos quotidiens s'apprêtent à disparaître. Une décision forte des autorités motivée par la volonté de dépolluer l'environnement et de renforcer la santé publique. Mais cette transition suscite des inquiétudes dans le secteur industriel, récemment reçu par l'État pour échanger sur les impacts économiques de la mesure entre impératifs écologiques et adaptation du secteur privé. Décryptage dans ce dossier, il est signé Mamadou Alpha Baldé. Suivi.
C'est un mal qui étouffe nos villes et nos écosystèmes. Face à la pollution galopante due au plastique, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Autour de la table, les ministres de l'Environnement et du Commerce font face aux représentants du secteur privé. Le message est sans équivoque, le temps de l'application stricte du décret portant interdiction de l'importation, de la fabrication et de la vente des plastiques à usage unique a sonné. Il est devenu nécessaire d'agir avec responsabilité, pragmatisme et ambition. Ce décret signé le 21 septembre 2024, il y a 2 ans, par son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, traduit une volonté claire, réduire progressivement notre dépendance au plastique à usage unique, encourager des alternatives durables et accompagner une transition respectueuse à la fois de notre environnement et des réalités économiques de notre pays. La question du calendrier reste encore à clarifier. Le gouvernement souhaite une mise en œuvre rapide, tandis que les industriels plaident pour un moratoire. J'avoue que même les acteurs concernés reconnaissent que quand même il est temps que nous trouvons une solution alternative. À travers la Chambre de commerce, tous les courriers, des mémos dans lesquels il y a eu des suggestions et des propositions de transition ont été mentionnées, ont été déposées aux différents départements concernés. Puis, la ministre Djami Diallo rencontre le monde artisan. Ici, il est question de débattre des mesures alternatives à l'utilisation des plastiques à usage unique. Des propositions concrètes et compétitives existent déjà. On a sorti certains emballages dégradables, d'autres emballages réutilisables et les emballages recyclables. Et ces 3-là ont tenu à un essai d'importation et puis un essai de la fabrication locale. Reste à savoir si les engagements pris aujourd'hui se traduiront par des mesures concrètes et rapides sur le terrain. Une chose est sûre, le temps où le plastique à usage unique était une fatalité semble lui aussi définitivement compter. Et oui, Mamadou Alpha Baldé, il faut dire donc que le chef de l'État, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, a franchi une étape décisive dans la lutte contre la pollution plastique avec l'adoption du décret portant interdiction des plastiques à usage unique en République de Guinée. Cette réforme marque une étape importante dans les efforts engagés par les plus hautes autorités du pays pour préserver l'environnement et promouvoir des modes de production et de consommation plus durables. Mais elle soulève aussi quelques questions de la part des citoyens et des différents acteurs directement concernés par sa mise en œuvre. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Djami Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir Madame la ministre, merci de nous accorder cet entretien. Alors pour commencer, dites-nous quelles sont les principales raisons qui ont motivé ce décret et quelle est réellement sa portée. Bonsoir et je vous remercie de m'offrir cette opportunité pour m'exprimer sur cette réforme majeure pour la protection de l'environnement de notre pays, impulsée par son Excellence M. Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Alors, le décret portant interdiction des objets plastiques à usage unique en République de Guinée a été signé en septembre 2024. Et ce décret prévoit plusieurs dates butoirs. La première, c'est 6 mois après la signature du décret, c'est l'entrée en vigueur de l'interdiction d'importation des matières premières servant à la fabrication des objets plastiques à usage unique en République de Guinée. La deuxième date butoir, c'est 2 ans après la signature du décret, c'est-à-dire en septembre 2026, l'entrée en vigueur de l'interdiction de production d'objets plastiques à usage unique en République de Guinée. Ce dispositif, avec plusieurs dates, a été mis en place pour permettre aux acteurs du secteur privé évoluant dans le secteur des emballages plastiques de pouvoir s'adapter, leur donner suffisamment de temps pour s'adapter. Et la décision d'interdire les sachets plastiques en République de Guinée, elle émane de l'urgence de protéger notre environnement et la santé de nos concitoyens. Parce que réellement, aujourd'hui, c'est des milliers de tonnes de déchets plastiques
qui sont dans la nature, qui obstruent nos caniveaux. Et ces déchets plastiques se fragmentent en microparticules qui contaminent l'eau, contaminent nos sols, les poissons, le bétail et in fine affectent la santé humaine. Ce décret, il consacre également la vision du chef de l'État pour une Guinée propre et une Guinée qui est respectueuse de son milieu naturel. Et enfin, il traduit les engagements internationaux de notre pays en matière de lutte contre la pollution et de préservation de l'environnement. Alors, Madame la Ministre, est-ce qu'on peut savoir les produits qui sont concernés par cette mesure? Alors, essentiellement, ce sont les objets plastiques qu'on utilise une fois et qu'on jette. Donc, ce sont les sachets d'eau, ce sont les sacs plastiques qu'on utilise au marché, par exemple. Ce sont les ustensiles, les gobelets en plastique qu'on utilise et qu'on jette. Il y a des objets plastiques qui ne sont pas concernés par l'interdiction. Tels que? Notamment les emballages qui sont destinés au matériel médical, aux activités agricoles, aux activités militaires ou pour le ramassage d'ordures. Mais également les bouteilles d'eau ne sont pas concernées pour nous permettre de faciliter l'accès à l'eau potable. Et qu'en est-il du dialogue avec les acteurs concernés? Alors, dès le départ, nous avons privilégié une approche de dialogue, de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. D'abord, nous avons mis en place une commission interministérielle qui regroupe le ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, cette instance nous permet d'assurer une coordination permanente pour la mise en œuvre effective du décret. Et cette commission a rencontré, courant 2025, les opérateurs économiques qui évoluent dans le secteur des emballages plastiques. Cette rencontre nous a permis d'identifier les contraintes des acteurs, de recueillir leurs préoccupations en ce qui concerne la réforme, mais également d'explorer ensemble les solutions de substitution. Et la Chambre d'industrie, de commerce et d'artisanat est un partenaire essentiel dans cette démarche. Nous avons également initié un dialogue constructif avec la Fédération nationale des artisans de Guinée parce que les artisans en Guinée disposent d'un savoir-faire qui est précieux pour la fabrication de produits alternatifs qui sont réutilisables, qui sont biodégradables. Donc notre ambition vraiment, c'est de construire la réforme avec l'ensemble des acteurs concernés et de ne pas imposer cette réforme sans dialogue, mais cela dit tout en restant rigoureux dans son application. Y a-t-il justement des mesures que le gouvernement envisage pour accompagner notamment le secteur économique? Alors ce changement qui intervient est important pour les opérateurs économiques et c'est pour cela que nous privilégions une approche d'accompagnement du secteur privé pour promouvoir les alternatives durables, donc notamment les emballages biodégradables. Il est notamment envisagé la mise en œuvre d'incitations fiscales pour promouvoir les emballages biodégradables en Guinée. Toujours avec le secteur privé, nous comptons installer des points d'eau, des fontaines dans les écoles, dans d'autres lieux publics et continuer, renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation. Cette réforme, elle a pour objectif aussi de favoriser l'émergence de nouvelles filières industrielles qui seront créatrices d'emplois verts. Alors, dites-nous, comment le ministère de l'Environnement et du Développement durable compte veiller à l'application de cette mesure? Alors, à travers une collaboration entre le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce et de l'Industrie, ainsi que les forces de défense et de sécurité, notamment les conservateurs de la nature, nous procédons à des contrôles sur le terrain. Et à date, c'est une vingtaine d'entreprises qui évoluent dans l'illégalité, qui ont fait l'objet d'inspections et de contrôles, avec d'importantes quantités de sachets d'eau qui ont été saisis. Et ces contrôles vont s'intensifier à partir de septembre 2026, qui est la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de production d'objets plastiques à usage unique en République de Guinée. Et également, à travers une collaboration du ministère de l'Environnement, du ministère en charge du Commerce, du ministère en charge du Budget, nous notons une réduction significative des importations des matières premières qui entrent dans la fabrication de ces sachets plastiques. Aujourd'hui, les importations ne sont plus délivrées. Et pour les importateurs qui contournent cette règle, des mesures sont prises
à l'entrée des frontières maritimes et terrestres, avec notamment des conteneurs qui ont été saisis au port de Conakry. Notre priorité, je dois le dire, demeure la sensibilisation et l'adhésion des populations, parce qu'une réglementation, elle est plus efficace lorsqu'elle est comprise, elle est acceptée de tous. Justement, donc sur le terrain, nous avons recueilli les propos de certains acteurs économiques qui craignent donc des pertes d'emplois ou une hausse des prix. Que pouvez-vous leur répondre? Est-ce que vous pouvez les rassurer? Alors, à mon sens, le vrai coût, c'est celui de l'inaction. La pollution plastique, elle engendre déjà des coûts importants. Ce sont les inondations, ce sont des maladies, ce sont des pertes d'opportunités pour le secteur du tourisme. Donc la réforme, elle va nous permettre de créer de nouveaux emplois dans l'artisanat, dans les filières de valorisation des déchets. Il faut dire aussi que plusieurs pays ont mené cette réforme avec succès. La Guinée le fera avec sagesse, en protégeant à la fois les familles et l'environnement. Alors Madame la Ministre, pour terminer, est-ce que vous avez un appel à lancer? Alors c'est vraiment de lancer à l'ensemble des concitoyens, rappeler qu'à partir du 20 septembre 2026, il sera interdit en République de Guinée de fabriquer des objets plastiques à usage unique. J'appelle à nos concitoyens vraiment de refuser le sachet plastique et d'adopter fièrement le panier guinéen, les sacs en tissu, les emballages biodégradables, parce que chaque geste que nous posons aujourd'hui préserve la santé de nos familles, mais également nous permet de bâtir un avenir digne pour les générations futures. Voilà, c'était donc à l'instant Madame Djami Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable sur ce plateau. Merci Madame la ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci. La lutte contre la migration irrégulière s'intensifie en Guinée. À Koya, l'Organisation internationale pour les migrations OIM a réuni les principaux acteurs autour de la restitution d'une étude consacrée à la mise en place de mécanismes nationaux d'orientation des migrants réalisé par le cabinet Expertise Guinée. Cette démarche vise à renforcer les dispositifs de prévention, d'accompagnement et de réinsertion des migrants de retour au pays. Nabila Moussa Kamara pour les explications. À Koya, l'Organisation internationale pour la migration et les acteurs impliqués dans le processus de migration se retrouvent pour la mise en place du mécanisme national d'orientation et d'élaboration de la feuille de route. L'objectif est de collecter les avis, les commentaires des participants et de sortir de cet atelier avec des documents sur lesquels on s'est tous accordés, que toutes les parties prenantes soient d'accord sur le document, approuvé et validé pour qu'il soit présenté au gouvernement guinéen. La République de Guinée, à l'image des autres pays subsahariens, est aujourd'hui confrontée à une crise migratoire marquée par une forte proportion de retours de migrants en situation de vulnérabilité. Pour faire face aux nombreuses difficultés auxquelles sont exposés ces jeunes migrants guinéens, l'État met en place une synergie d'action et ses partenaires afin de renforcer la politique migratoire. Ces jeunes migrants de retour, donc on est là, je voulais leur dire qu'on est là, on les soutient, chaque personne compte et on va essayer de faire en sorte que personne ne reste derrière, personne ne soit oublié et que chacun puisse recevoir une assistance individuelle et selon les besoins de la personne. Voir aujourd'hui une étude allant dans le sens de favoriser le retour et une intégration durable de nos migrants de retour se réaliser avec l'assistance technique de l'Organisation internationale des migrations. Nous, ministère des Affaires étrangères, c'est un ouf de soulagement de voir que toutes nos actions sont aujourd'hui encouragées et prises en compte par les partenaires techniques et financiers. À cette rencontre de Koya, les participants mettront tout en œuvre pour élaborer et valider de manière participative une feuille de route nationale stratégique, opérationnelle et budgétisée pour l'institutionnalisation d'un mécanisme d'orientation inclusif et durable en République de Guinée.
Retour organisé pour des compatriotes en situation de détresse à l'étranger. Une opération spéciale entièrement prise en charge par les autorités a permis le retour volontaire de 48 Guinéens en provenance d'Iran dans ce premier convoi. D'autres arrivées sont annoncées dans les prochaines heures à Conakry. Un dossier classé priorité absolue par le ministère des Affaires étrangères. Une action qui s'inscrit dans la protection de l'assistance aux citoyens à l'extérieur du pays. Le point avec Diane Yansane. Au ministère des Affaires étrangères, dernièrement, les réunions du comité de crise se sont enchaînées depuis le début de la guerre en Iran. Le chef de la diplomatie guinéenne, sur instruction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a mis en place un dispositif spécial pour secourir les compatriotes qui vivent dans ce pays. Ils sont 48, dont plusieurs femmes et enfants, à rejoindre Conakry au petit matin de ce jeudi 18 juin 2026. Aujourd'hui, ma plus grande fierté est d'abord d'être guinéen. Je suis aujourd'hui encore extrêmement content de mon autorité. Vraiment, cette évacuation a été une expérience pour nous. Nous ne pouvons dire que merci beaucoup, Monsieur le Président de la République de Guinée, avec notre ministre des Affaires étrangères. Tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, vraiment, ils nous ont sauvé la vie. Et nous avons compris, nous avons vu qu'ils ont sauvé beaucoup de personnes dans beaucoup de pays qui étaient coincés, qui étaient dans des moments délicats. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes dans le paradis. C'est un mot de soulagement, de remerciement à l'endroit du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, et son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, l'ensemble des autorités guinéennes qui nous ont vraiment facilité la tâche et qui a permis cette évacuation. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, ils sont accueillis par le directeur général des Guinéens établis à l'étranger, mandaté par le ministre des Affaires étrangères. Il s'agit là d'un premier convoi. Le pont aérien sera maintenu jusqu'au retour des autres compatriotes. Au nom de son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, donc, vous souhaitons la bienvenue. Et c'était un processus, ce retour. C'était la première équipe qui est arrivée, les autres sont là-bas et au fur et à mesure, nous allons continuer à faciliter le retour parce que c'est là la mission que l'État nous a demandé et c'est cela que nous devons faire obligatoirement. C'est que, encore une fois, Monsieur le ministre, le préoccupé, le chef de l'État et le président de la République, c'était comment sauver vos vies. En allant chercher ses filles et fils partout dans le monde, la République de Guinée envoie un signal fort au monde, celui d'un pays qui place l'humain au centre de ses préoccupations. Le retour sur l'ensemble des opérations de 177 Guinéens d'Iran est l'illustration de cette politique mise en application par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. À l'international, cap sur Bakou, en Azerbaïdjan, les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement ont officiellement ouvert leurs portes ce matin. Cette rencontre de haut niveau réunit les représentants de 50 États membres ainsi que de nombreuses institutions financières internationales autour des grands enjeux de développement. La Guinée y prend une part active à travers une délégation conduite par le ministre du Plan, de la coopération internationale et du développement. Le point avec notre envoyé spécial à Bakou, Mamadou Saliouba. Cette 51e édition des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement a réuni plus de 50 États membres de la BID et des représentants d'institutions financières. Au Centre international de conférence de Bakou, la délégation guinéenne conduite par le ministre du Plan, de la coopération internationale et du développement a pris part à l'ouverture des travaux présidés par le chef de l'État d'Azerbaïdjan. Au compte de cette session, les échanges vont porter sur le thème « Intégration régionale pour une prospérité durable ». Cette session a vu dans un premier temps l'élection, le renouvellement du mandat du président du groupe de la Banque islamique de développement, Dr Mohamed Al-Jasser, pour son deuxième mandat de 5 années, qui a été approuvé à l'unanimité. Mais aussi, nous avons suivi avec grand intérêt la vision du président de la République d'Azerbaïdjan qui collabore avec la vision de notre président, son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la transformation structurelle
mais la transformation des matières premières, l'intégration régionale, mais aussi les activités sociales. Il a parlé du social, de l'économie et de la politique. Durant ces assises de la Banque islamique de développement, les représentants des États membres et les personnalités du monde des finances vont explorer des stratégies innovantes pour relever les défis de développement dans les pays membres de la BID. À ce rendez-vous international, la délégation guinéenne a mis en avant sa vision de développement ainsi que ses priorités en matière de financement des projets structurants essentiels à la transformation économique du pays. Tous nos collègues nous parlent de Simandou. Le projet Simandou est devenu aujourd'hui une référence non seulement pour l'Afrique, mais aussi dans le monde entier. Parce que dans son caractère intégrateur, qu'est-ce que ça se fait grâce au leadership du président Mamadi Doumbouya. Le message est très clair, c'est une Guinée qui est leader, une Guinée qui a de la vision, mais une Guinée qui veut transformer ses ressources naturelles en ressources potentielles, en matière brute, mais aussi en transformation durable pour notre pays. Ça, c'est vraiment quelque chose qui parle aujourd'hui aux gens. Les gens, ils savent que la Guinée, ça bouge. Et c'est le message qu'on a, qu'on voit au niveau de nos partenaires. Ils se disent que la Guinée, ça bouge. Enfin. À travers sa participation à ces assemblées annuelles, la Guinée réaffirme son engagement au sein de la Banque islamique de développement, une présence qui consolide davantage son statut de membre historique de l'institution tout en renforçant sa crédibilité auprès des partenaires du groupe de la BID. Toujours à l'international, la Guinée intensifie sa diplomatie économique à Ankara. Au dernier jour du sommet de la construction Turquie 2026, la délégation guinéenne est passée à l'offensive pour séduire les investisseurs, accompagnée du directeur général de l'Agifil et de l'ambassadeur de Guinée en Turquie. Le ministre de l'Urbanisme, Mohamed Lamine Sisavané, a présenté des opportunités d'investissement et lancé un appel aux grands groupes turcs du BTP pour accompagner la modernisation urbaine de Conakry. Maïmouna Bella Diallo et Mohamed Lamine Kaba sont nos envoyés spéciaux. Au sommet et dernier jour du sommet de la construction Turquie 2026 à Ankara, la Guinée est passée à la vitesse supérieure. Après avoir exposé sa vision globale, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire a lancé un appel direct et pragmatique aux capitaux turcs. Face au président de l'Association des entrepreneurs de Turquie, Mohamed Lamine Sisavané a dressé la liste des opportunités majeures qui attendent les investisseurs à Conakry. J'ai longuement parlé des 5 piliers de programme Simandou. La partie turque, en l'occurrence, monsieur le ministre du Commerce, a manifesté la volonté des entreprises turques à se rendre très prochainement en République de Guinée, disons en fin juillet 2026. Ils seront accueillis par plusieurs départements. Leur ambition, c'est d'accompagner la Guinée dans le domaine agricole, le domaine de la santé, le domaine de l'habitat, de l'énergie, des transports. Séduit par le potentiel guinéen et les réformes présentées, le président de l'Association des entrepreneurs de Turquie a instantanément répondu à l'invitation, exigeant une feuille de route claire pour passer de la parole aux actes. C'est une bonne opportunité de recevoir monsieur le ministre Savané à Ankara. Nous souhaitons avancer sur tous les domaines en Guinée. On a réalisé 6 projets, une valeur de 250 millions de dollars. Monsieur le ministre est disponible de nous transmettre les informations que le pays a besoin via notre ambassade directement. Sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'énergie, sur le domaine du climat, nous sommes habilités à accompagner l'État guinéen. Au-delà des contacts établis, cette participation de la Guinée ouvre la voie à de nouveaux partenariats dans les domaines du logement, des infrastructures et du développement urbain. Au moment de dresser le bilan de cette mission, le ministre s'est félicité des retombées attendues pour le pays. Parallèlement aux échanges, la délégation guinéenne, conduite par le ministre Sisavané, en compagnie du vice-ministre turc de l'urbanisme, a visité les stands d'exposition pour découvrir les dernières technologies constructives. Cette immersion illustre parfaitement la priorité du sommet, bâtir des villes plus sûres, intelligentes et durables face aux risques climatiques.
En direction le Gabon où se tient la 43e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES. 19 États membres ainsi que plusieurs organisations internationales prennent part à cette importante rencontre consacrée à l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Les travaux sont présidés par la ministre Dr Diaka Sidibé, présidente sortante du Conseil des ministres du CAMES. Les détails avec notre envoyé spécial à Libreville, Mounir Bari. Ngondimba, ici à Libreville, qui a abrité l'ouverture des travaux de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES. C'est un véritable instrument d'intégration et un outil d'orientation stratégique académique pour les États africains en matière de recherche et d'enseignement. Aujourd'hui, nous avons fait l'état des lieux, des avancées, les défis structurants persistants, mais aussi les perspectives pour l'année 2026 pour notre institution commune. À travers le comité des experts qui s'est réuni depuis le 15 juin, nous allons évaluer les avancées remarquables, mais également les documents soumis à notre approbation. Nous avons discuté des questions d'intelligence artificielle. C'est une question qui ne peut plus être mise de côté parce que vu son importance, les questions de plagiat, mais aussi l'académie virtuelle du CAMES qui a été créée, mais aussi il y a d'autres règles qui rentrent en ligne de compte pour l'évaluation de nos enseignants-chercheurs. L'ambition affichée par les experts et partenaires techniques et financiers est de bâtir une institution forte et dynamique pour faire face aux défis de l'assurance qualité, mais également de la gouvernance et de la compétitivité. La qualité des échanges aussi et la qualité des points qui ont été apportés ont été vraiment bien. La diversité des partenaires techniques et financiers qui sont présents aussi, dont l'Union africaine, l'UEMOA, l'Allemagne. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une prise de conscience du côté du CAMES, mais aussi des États membres, de la nécessité de prendre à bras le corps toute la question de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de pouvoir redynamiser cette dimension. Après l'ouverture des travaux de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres, les activités se sont poursuivies. Experts et organisations internationales se sont relayés à la tribune pour partager leur expérience afin de co-construire des politiques publiques durables dont l'objectif est de faire face aux défis du XXIe siècle. Et puis la transition énergétique s'impose comme un enjeu majeur pour l'Afrique de l'Ouest. Malgré un immense potentiel en énergie solaire et hydroélectrique, une grande partie de ses ressources demeure encore sous-exploitée. Face à ce défi, les parlementaires de la CEDEAO sont réunis à Dakar dans le cadre de la commission mixte énergie et mines, agriculture, environnement et ressources naturelles. Les échanges portent sur les stratégies à mettre en œuvre pour accélérer la transition énergétique et garantir un accès durable à l'énergie pour les quelques 370 millions d'habitants de la région. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. L'hymne de la CEDEAO, suivi des prières. Les journées de réflexion sur les ressources énergétiques de la région sont lancées. Avec 370 millions d'habitants et une croissance démographique galopante, l'Afrique de l'Ouest a fait face à un réseau électrique à la traîne. Ici, l'accès à l'énergie n'est plus un simple défi technique. C'est l'urgence économique du siècle. Moins de 40% des populations rurales ont aujourd'hui accès à l'électricité. Pour répondre à cette crise, le Parlement de la CEDEAO s'est réuni à Dakar. Objectif: explorer des pistes de solutions. Notre force réside dans notre diversité. Nous venons tous des États membres. Nous connaissons nos réalités nationales respectives et nous sommes en mesure de porter une voix commune, légitime et représentative. Notre rôle est de veiller à ce que les engagements pris au niveau régional, je pense notamment à la politique de la CEDEAO sur les énergies renouvelables et au plan d'action pour l'efficacité énergétique, soient effectivement transposés dans les législations nationales et surtout appliqués sur le terrain. Le potentiel de la région est pourtant immense. Un soleil à volonté, des fleuves puissants et l'éolien côtier. Mais sur le terrain, les projets bloquent. En cause, des cadres réglementaires nationaux obsolètes
et le manque de viabilité financière des compagnies publiques d'électricité. Les chiffres sont éloquents. Dans notre espace CEDEAO, l'accès à l'électricité des ménages ruraux plafonne encore autour de 12%, alors que notre région dispose d'un potentiel solaire exceptionnel de 5 à 6 kW par mètre carré par jour et d'un potentiel hydroélectrique de plus de 25 000 MW. Cet écart entre nos ressources et leur exploitation est un défi que nous devons collectivement et consciemment relever. L'objectif du Parlement de la communauté est clair, l'accès à l'énergie pour tous. Mais pour que cette transition ne reste pas une promesse sur papier, les parlements nationaux devront agir vite. Ils doivent transformer les résolutions de Dakar en lois concrètes. L'Afrique de l'Ouest joue ici sa souveraineté industrielle, mais aussi l'avenir de sa jeunesse. À présent, je reçois sur ce plateau Kadiatou Kaba pour la lecture d'un arrêté du ministère des Affaires étrangères. Bonsoir Kadiatou. Bonsoir Romo et merci beaucoup. Arrêté à 2026-373, Maïej, CAB, SGG, portant rappel de diplomates. Le ministre, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont rappelés. 1. M. Ibrahima Nabioula, matricule 591-143J, consul général à l'ambassade de la République de Guinée, près la République de Gambie. 2. M. Ibrahima Sori Kamara, matricule 262-491D. Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée, près le Royaume d'Espagne. 3. Madame Fatoumata Bintaba, matricule 275-73R. Attachée financière à l'ambassade de la République de Guinée, près la République du Ghana. 4. Monsieur Mohamed Kourouma, matricule 228-377N. Premier conseiller chargé des affaires politiques à l'ambassade de la République de Guinée, près la République d'Angola. 5. Monsieur François P. Maomi, matricule 275-299A. Attaché chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée, près la République de Guinée-Bissau. 6. Monsieur Fodé Camara, matricule 197-453H, premier conseiller chargé des affaires consulaires à l'ambassade de la République de Guinée, près la République arabe d'Égypte. 7. Madame Aïssatou Sadio Bari, matricule 317-915J, deuxième secrétaire à l'ambassade de la République de Guinée, près l'État de Qatar. 8. Monsieur Mori Touré, matricule 194-371W, premier secrétaire chargé des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée, près la République d'Angola. 9. Madame Fatoumata Sidibé, matricule 310-660Z, deuxième secrétaire chargé de la coordination à l'ambassade de la République de Guinée, près la Confédération helvétique et l'Office des Nations Unies à Genève. 10. Monsieur Aboubakar Bangoura, matricule 275-433G, attaché chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée, près la République de Cuba. 11. Monsieur Issaga Diallo, matricule 254-52A, attaché administrative à l'ambassade de la République de Guinée, près la Confédération helvétique et l'Office des Nations Unies à Genève. 12. Monsieur Ibrahima Kamara, matricule 205-392K, attaché consulaire au consulat général de la République de Guinée à Guéda. 13. Madame Fatoutouz Touré, matricule 169-761L, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaire à l'ambassade de la République de Guinée, près l'État du Koweït. 14. Monsieur Manguesila, matricule 247-611J,
chargé d'affaires étrangères à l'ambassade de la République de Guinée en République gabonaise. 15. Monsieur Aboubakar Kamara, matricule 587 166 X, premier secrétaire chargé des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée près l'État de Qatar. 16. Monsieur Alassane Aïdara, matricule 223 090, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée en République fédérative du Brésil. 17. Madame Aminata Doumbouya, matricule 306 702 P, attachée à l'ambassade de la République de Guinée au Canada. 18. Madame Marie-Agnès Touré, matricule 225 590 S, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne. 19. Madame Makale Bilivogui, matricule 210 313 X, conseiller chargé des questions économiques à l'ambassade de la République de Guinée près la République de Côte d'Ivoire. 20. Monsieur Oye Michel Sakouvogui, matricule 275 318 P, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée en Malaisie. 21. Madame Adama Keïta, matricule 202 42 G, premier secrétaire chargé des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée aux États-Unis d'Amérique, Washington. 22. Monsieur Mamadou Alpha Diallo, matricule 194 713 F, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée en République de Guinée équatoriale. 23. Monsieur Aboubakar Sidiki Konaté, matricule 591 031 C, ministre conseiller chargé des affaires socio-culturelles auprès de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. 24. Monsieur Mohamed Lamine Souma, matricule 275 339 H, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée en République du Libéria. 25. Monsieur Ibrahima Niessa, matricule 192 252 Y, ministre conseiller chargé des affaires politiques à l'ambassade de la République de Guinée près la République du Ghana. 26. Monsieur Alassane Diabaté, matricule 226 253 W, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée au Canada. 27. Monsieur Mohamed Lamine Kouyaté, matricule 243 818 Y, premier secrétaire chargé du protocole à l'ambassade de la République de Guinée près la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Union africaine. 28. Monsieur Elage Sita Sissé, matricule 275 147 B, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaire à l'ambassade de la République de Guinée en République islamique d'Iran. 29. Monsieur Mohamed Morton Silla, matricule 275 358 E, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée en Libye. 30. Monsieur Mohamed Amara Bangoura, matricule 305 78 Y, premier secrétaire chargé du protocole à l'ambassade de la République de Guinée auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne. 31. Monsieur Pascal Béavogui, matricule 275 102 E, attaché chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée près la République populaire de Chine.
32. Monsieur Mamadi Fofana, matricule 211 778 N, premier conseiller chargé de l'environnement et de l'habitat à l'ambassade de la République de Guinée, près la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Union africaine. 33. Madame Yaye Madjo Diallo, matricule 194 353 S, conseillère économique à l'ambassade de la République de Guinée, près le Royaume d'Espagne. 34. Madame Nagbe Condé, matricule 230 384 G, premier secrétaire à la mission permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies. 35. Monsieur Yaya Koulibaly, matricule 275 280 W, conseiller chargé des affaires commerciales et financières à l'ambassade de la République de Guinée, près la République d'Afrique du Sud. 36. Monsieur Nabila Youssouf Sissé, matricule 210 766 R, ministre conseiller chargé d'affaires étrangères à l'ambassade de la République de Guinée, près le Royaume du Maroc. 37. Madame Fatoumata Poré Doumbouya, matricule 262 747 E, deuxième conseiller chargé des affaires socio-culturelles à l'ambassade de la République de Guinée, près la République fédérale du Nigeria. 38. Monsieur Nouan Touré, matricule 275 482 S, attaché chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de la République de Guinée, près la République fédérale du Nigeria. 39. Monsieur Farah Kamano, matricule 235 555 D, deuxième conseiller chargé des affaires socio-culturelles à l'ambassade de la République de Guinée, près à Berlin. 40. Madame Hassana Touba, matricule 275 74 A, premier secrétaire chargé des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée, près la République de Turquie. 41. Madame Aminata Cham, matricule 199 254 Z, premier conseiller chargé des affaires politiques à l'ambassade de la République de Guinée auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne. 42. Madame Fatoumata Bari, matricule 275 437 Z, premier secrétaire chargé des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée, près la République de Gambie. 43. Monsieur Mohamed Mansour Diakité, matricule 317 811 H, premier secrétaire chargé du protocole à l'ambassade de la République de Guinée à Berlin. 44. Monsieur Aboubakar Ibrahima Bangoura, matricule 275 85 K, premier secrétaire chargé des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée à Berlin. 45. Madame Salema Touba, matricule 199 255 A, premier secrétaire chargé des affaires financières consulaires à l'ambassade de la République de Guinée auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne. 46. Monsieur Hassan Sako, matricule matricule 2022, non, pardon. Alors 202 242 G, j'y arrive, deuxième secrétaire chargé du protocole à l'ambassade de la République de Guinée auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne. 47. Madame Joséphine Béavogui, matricule 313 616 T, deuxième conseiller à l'ambassade de la République de Guinée, près la République du Sénégal. 48. Monsieur Oumar Condé, matricule 306 920 K, premier conseiller chargé des affaires économiques à l'ambassade de la République de Guinée en Malaisie. 49.
Monsieur Fodé Moussa Bangoura, matricule 217 144 T, premier conseiller chargé d'affaires AI à l'ambassade de la République de Guinée près la République arabe d'Égypte. 50. Monsieur Sekou Souma, matricule 275 341 A, premier secrétaire chargé des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée auprès du Royaume-Uni, d'Irlande et d'Islande. 51. Monsieur Digena Iromu, matricule 275 27 524 J, premier secrétaire chargé des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée près la Confédération helvétique et l'Office des Nations Unies à Genève. 52. Madame Abibatou Chérif, matricule 243 826 H, premier secrétaire chargé des affaires administratives à l'ambassade de la République de Guinée auprès du Royaume-Uni, d'Irlande et d'Islande. 53. Monsieur Nestor Sandouno, matricule 230 574 K, premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l'ambassade de Guinée au Japon. 54. Monsieur Georges Nikeon Mami, matricule 275 294 L, premier conseiller chargé des affaires économiques à l'ambassade de la République de Guinée aux États-Unis d'Amérique, Washington. Article 2. Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 17 juin 2026. Docteur Morisonda Kouyaté, prix Nelson Mandela des Nations Unies, commandeur de l'ordre national du Colatier. Merci Oumo. Merci Kadia Choukava d'être passé sur ce plateau. Dans l'actualité également, renforcer l'action citoyenne par la maîtrise des données à Conakry. Afrobaromètre, à travers son partenaire StatsView International, a organisé une session de formation à l'intention des acteurs de la société civile sur l'analyse et l'exploitation des données. L'objectif est de leur permettre de mieux s'approprier les statistiques afin d'orienter efficacement leurs interventions au sein des communautés. Moussa Kouyaté, reportage. Ils sont une vingtaine d'acteurs venus de plusieurs structures de la société civile à suivre cette formation axée sur l'analyse des données. Ce renforcement de capacités organisé par Afrobaromètre va servir à ces acteurs dans leur domaine d'activité. Des données qui constituent un repère fondamental. Les données Afrobaromètre constituent aujourd'hui une référence pour la plupart des gouvernements africains et des organisations de la société civile des pays africains. Et donc, il était de notre devoir également de partager ces données-là avec les organisations de la société civile guinéenne. C'est de leur montrer comment ils peuvent avoir accès aux données Afrobaromètre, comment ils peuvent utiliser les données Afrobaromètre dans tout ce qu'ils entreprennent au niveau local. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas planifier. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas agir. Parce que tout est priorité et tout est prioritaire. C'est une manière d'aider aussi les acteurs de la société civile à savoir comment est-ce qu'il faut utiliser les données pour que ces acteurs puissent travailler dans le cadre de leur investigation, dans le cadre du travail, du monitoring qu'ils doivent faire. Les enquêtes d'Afrobaromètre auprès des populations sur différentes thématiques viennent appuyer les politiques de développement engagées par les autorités. Ça permet vraiment de mieux orienter les futures interventions, déjà d'évaluer le ressenti des interventions réalisées, mais surtout mieux préparer les prochaines interventions au bénéfice des communautés. Une organisation qui fait un travail dans toute légalité, mais surtout en toute transparence, parce que les données sont mises à disposition des pouvoirs publics pour les permettre vraiment de les exploiter moins un franc. Donc c'est quelque chose qui est très apprécié des pouvoirs publics. D'autres séances de formation et de présentation sont prévues dans plusieurs autres structures dans les prochains jours.
Et pour terminer, la Guinée se rapproche du retour au football international à domicile à quelques jours de la visite des émissaires de la Confédération africaine de football. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a effectué une visite d'inspection sur le chantier du stade du 28 septembre. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux et lever les derniers obstacles qui freinent encore la finalisation du projet. Moussa Komara, Mangamori Kamara. Il porte aujourd'hui l'espoir de tout un pays. Le stade du 28 septembre fait peau neuve et il s'approche peu à peu de l'homologation. Mais pendant ce temps, certains obstacles ralentissent la marche vers la conformité. Informé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, en compagnie des cadres de son département, est venu ce matin constater, comprendre et agir. Nous faisons cette visite pour essayer quand même d'apporter les derniers réglages, d'apporter les dernières recommandations au niveau de l'entreprise pour que cela soit pris en compte. Nous venons de visiter, vous savez aussi qu'il y a des encombrants physiques qui ont été évoqués, qui doivent être déguerpis. Vous savez que le déguerpissement est une situation extrêmement sensible. Nous n'avons pas que le football, nous avons beaucoup de disciplines sportives. Nous avons le handball avec le gymnase qui est là, qui nous rapporte beaucoup de médailles et de trophées. Nous avons la piscine olympique, nous avons la médecine du sport. Et donc, il fallait venir voir de visu quel était l'impact de ces infrastructures-là par rapport aux critères d'homologation ou d'approbation apportés et à respecter pour la CAF. Il fallait également dialoguer avec les responsables, non seulement du gymnase, de la piscine, mais également de la médecine du sport. Heureusement que tout le monde est prédisposé à aller dans le sens de finaliser la construction de ce stade dans l'intérêt de la nation et de la République. Face aux occupants, le message de solidarité est clair. Dégager tous les encombrants, tels ce forage de distribution d'eau de la SEG, les locaux du comité olympique, de la médecine du sport, cette salle de gymnase, ces boutiques et ce garage à la rentrée du stade. Au niveau du gradin, le ministre Baldé invite l'entreprise à corriger dans l'urgence cet angle mort. Dans le but de l'ensemble de l'équipe de Guigo-Presse VTP de finir les travaux et d'homologuer le stade afin que l'équipe du Sili puisse jouer ici sur place. Donc si on arrive à déguerpir les locaux qui encombrent le projet d'ici les quelques jours qui viennent, donc d'ici la semaine prochaine, nous pouvons finaliser les travaux dans ces zones afin que le Sili puisse jouer ici. Il y a une semaine, un émissaire de la CAF était en Guinée pour voir si les réserves émises ont été levées. Les résultats ont été concluants. L'éclairage de la pelouse, la sonorisation des écrans et les affichages ont été essayés devant l'émissaire. D'ici le 15 juin, la Guinée doit saisir la CAF pour solliciter l'homologation de ces monuments du football guinéen. Une ambition nationale portée au plus haut niveau de l'État. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtguinée.info. À très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.